Dans un précédent épisode, j'avais déjà élaboré les procédés entourant l'agriculture durant l'an 1000 au Moyen Âge. Puisque cette période a une place importante dans mon cœur et en tout de suite logique, je vous propose dans cette nouvelle vidéo d'aborder l'alimentation, mais également les coutumes à table, toujours au Moyen Âge. Cet épisode promet d'être délicieux. Étalé sur 1000 ans d'histoire, par état de la totalité des changements socio-culturels durant l'époque médiévale peut s'avérer difficile. Néanmoins, on va commencer par s'attarder sur le plus ragoûtant, la gastronomie. Tout comme l'époque des temps modernes le continue, la société médiévale est divisée en trois grandes castes sociales, soit les laboratores, les oratores et les bellatores. Cette hiérarchie, qui influence plusieurs paliers de la vie quotidienne, touche également les éléments plus privés, tels que le type de mets pouvant être consommés. La préparation culinaire, et donc les mets offerts à l'élite sociale ou aux tiers-états, se diversifie non seulement par le type d'aliments consommés, mais aussi par sa qualité. À en comprendre les précisions de l'historienne spécialiste du Moyen-Âge et de l'alimentation Odile Redon, cette confection des plats s'inscrit dans une mosaïque de processus et de techniques allant de la préparation des mets jusqu'à leur cuisson. L'historien médiéviste et spécialiste dans l'histoire de l'alimentation, Bruno Loriot, indique que les variations dans les mets est grandement influencées par les positions hiérarchiques d'une société, mais également par les périodes d'abstinence à laquelle elle est soumise. Enfin, tout comme les sociétés dans leur ensemble, les habitudes alimentaires furent modifiées en plus d'évoluer au point d'apporter un régime alimentaire plus protéiné entre le 14e et le 15e siècle. Entre l'alimentation végétale et céréalière, qui était vraisemblablement toujours présente, l'alimentation médiévale se mit à inclure de plus en plus de viandes telles que le bœuf, le mouton et le porc. C'est notamment aux tables des seigneurs et des citadins que la viande fraîche se faisait le plus commun, à contrario des régions plus éloignées et rurales. Celles-ci devaient alors se contenter de viande conservée par salaison ou de volaille lors des périodes où le ravitaillement était plus difficile. Ainsi, si les différentes classes des civilisations médiévales avaient, selon le cas, la possibilité de consommer ces mêmes aliments, les apprêtations étaient fortement variées. La gastronomie au Moyen Âge, ce n'est pas seulement des plats fades, c'est surtout des breuvages et des aromates. C'est à travers de nombreuses pages de livres gastronomiques comme le Viandier de Taïwan que l'on se rend vraiment compte de la pluralité d'épices et d'aromates qui étaient présentes dans la société médiévale. Parmi la ribambelle d'épices et d'aromates, on y retrouve le gingembre, la cannelle, le girofle, le poivre long et bien d'autres. Jamais durant l'Antiquité ou les temps modernes, la gastronomie n'a été aussi fournie en assaisonnement. Cette particularité offre alors à l'époque médiévale une authenticité et surtout une entité alimentaire bien à elle. D'une part, elle sort des limitations aromatiques avec lesquelles la gastronomie romaine devait composer. D'autre part, les temps modernes changent la perspective des sociétés européennes et plus particulièrement celle de la France, l'entraînant alors vers un renfermement gustatif. Au-delà des fines herbes et autres saveurs ajoutées, bon nombre de plats, surtout durant la période du Moyen-Âge tardif, étaient accompagnés également d'une sauce. Tout particulièrement légère, celle-ci se retrouvait souvent à la table lors des repas viandeux. Faite à base d'un liquide simple comme du vin, de l'eau ou encore du vinaigre et agrémentée d'épices, plusieurs de ces sauces étaient utilisées lorsque l'on mangeait du rôti, du poisson grillé ou même du bouilli. Bien que les seigneurs et les classes les plus aisées eurent la chance d'avoir des tablés plus variés et agrémentés, la majorité des paysans se contentèrent de pain, de légumineuses et de soupe ou potage. Cette alimentation, principalement issue de l'agriculture, est contrainte aux saisons et donc aux aléas de l'environnement. Ainsi, les diverses sociétés médiévales ont dû s'adapter à l'aide de calendriers et organisèrent leur alimentation en fonction des périodes. Mais cette passion pour les bons mets ne se limite pas uniquement qu'aux assiettes, bien au contraire. En effet, la culture alimentaire du Moyen Âge s'articule également autour des boissons telles que le vin. Selon les régions et les saisons, on retrouve aussi de la bière et d'autres breuvages alcoolisés.
Tout comme pour les mets principaux, il est difficile d'établir une liste précise des habitudes avant le milieu ou même la toute fin du Moyen Âge, en raison d'un manque de sources. Néanmoins, il semblerait que depuis le Haut Moyen Âge, le christianisme a su en quelque sorte imposer le vin comme boisson normative. Signe d'une aisance sociale, la symbolique de ce liquide alcoolisé tire son héritage de la Grèce antique par l'intermédiaire de l'aristocratie romaine. Cependant, au XIVe siècle, le refroidissement du climat affecta les productions de vignes, réduisant ainsi la présence du vin au sein des sociétés médiévales. Cette réduction de la production entraîne alors des conséquences économiques et ouvre la voie à des produits autres tels que la cervoise et la bière. Mis à part les réductions de production du vin, les boissons comme la cervoise et la bière furent grandement appréciées par la population en raison de son prix plus abordable. En parallèle, si les climats nordiques du XIVe siècle nuisent énormément aux pousses de vigne, ce n'est pas nécessairement le cas pour les céréales comme l'orge ou encore l'avoine. Ces bières et boissons fortes en alcool trouvèrent naturellement leur place aux côtés du pain, principal aliment des sociétés médiévales. Les recettes accessibles augmentèrent grandement la diffusion de ces boissons au sein des diverses classes sociales. Entre les brasseries, les tavernes ou les productions maison par les maîtresses des lieux, ces breuvages ont su vraisemblablement se tailler une place plus large. Toutefois, la plus grande proportion de ces bières fut importée de l'Angleterre, ou du moins leur arôme, eux, le furent. Ainsi, bon nombre de migrations alimentaires, surtout dans les breuvages, ont été grandement et majoritairement liées à l'organisation économique du Moyen Âge. Au fil de ces caractères gastronomiques, au fil du temps, les empires vont de plus en plus installer et encadrer le domaine de l'alimentation. C'est notamment dans le dictionnaire historique des institutions mœurs et coutumes de la France que l'on remarque que la société médiévale adopte une nouvelle temporalité et un nouveau rapport avec les heures de repas. Cette codification temporelle du repas, bien que très variable au fil des siècles qui composent la période médiévale, tend à se trouver une certaine régularité à la fin du 16e siècle. Par cette mise en place d'horaires, les repas sont maintenant pris à des moments plus définis au cours d'une journée. Jusqu'à la fin du 16e siècle, ceux-ci étaient pris aux 10 heures, d'où viendrait possiblement l'appellation dîner. L'historien Adolphe Chiruel explique que pour les soupers, c'est plus complexe. On suppose qu'ils prendraient probablement le repas entre 4 et 5 heures. Malheureusement, ici, il est impossible de savoir si l'auteur utilise les temporalités francophones ou anglophones pour désigner ces heures. Est-ce que 4 heures et 16 heures ou c'est 4 heures du matin? Impossible de savoir et il faut donc être minutieux avec cette information. Entre le 17e et le 18e siècle, ces heures changèrent encore pour finalement correspondre davantage aux normes de la société contemporaine. Bien que cette temporalité sorte un peu du cadre de cette vidéo, elle permet cependant de mettre en genèse les grandes différences en matière de gestion du temps, plutôt durant la période médiévale, ce qui nous intéresse ici. Ainsi, si durant la période moderne, les sociétés européennes se retrouvent à inclure dans ses mœurs une routine plus stricte, l'époque médiévale, quant à elle, repose sur des principes fort divers, bien que l'idée de fond soit similaire. Dans cette idée, l'annoncement des heures de repas se firent au son du corps. Cet appel à table que l'on nomme cornilo trouve d'ailleurs son origine à travers une autre coutume, cette fois hygiénique, et plus précisément, c'est le lavage des mains qui est concerné ici. Bien que faire l'appel du repas est quelque chose d'habituel au sein de toutes les classes de la société médiévale, on retrouve cependant cet encadrement plus précisément dans les classes aristocratiques et royales. Rapidement mentionné, l'usage du lavage des mains avant le repas répondait à une sorte de cérémonie possiblement commune. Cet acte avait lieu avant et après le repas chez les grands seigneurs. On y explique que lors des repas, des chambellans, des pages ou encore des écuyers présentaient des serviettes et des bassins d'eau aromatisés aux souverains mais aussi aux dames. Bien que la population roturière ne soit pas mentionnée concernant cette tradition, on la retrouve cependant dans des mœurs différents. Celle-ci avait plutôt pour habitude d'utiliser plusieurs serviettes différentes entre chaque nouveau repas sur la table. Du 12e au 15e siècle, soit durant l'âge d'or de la chevalerie, les convives et les hôtes d'une table nobiliaire ou seigneuriale ne trouvaient pas place aléatoirement autour d'une table. Plutôt, les invités étaient regroupés par couples de mariage en signe de respect et de bienveillance de la part de celui qui reçoit.
Ce duo, composé respectivement d'une femme et d'un homme, était assigné à côté d'un autre couple et ainsi de suite. Le talent du maître de la maison quant à la disposition adéquate de ses invités était vraisemblablement analysé, louangé ou critiqué selon le cas. Dans l'optique de renforcer le rapport d'union chez les couples d'invités, les hôtes ne mettaient qu'une seule assiette pour les deux personnes, mangeant ainsi à la même écuelle. Les couples qui n'avaient alors qu'une seule assiette devaient aussi faire usage d'une seule coupe, mais cette fois pour la totalité de la tablée. Bien qu'il n'y ait pas de temporalité de départ, l'action de partager une seule et même coupe semble avoir perduré, encore une fois, aux tables de l'élite sociale jusqu'au 15e siècle et encore plus. En reculant jusqu'au Haut Moyen Âge et plus précisément jusqu'au début du royaume franc, les habitudes entourant les breuvages étaient fort différentes. Les études historiques ont démontré que les Gaulois avaient pour habitude de se lancer de nombreux défis en s'affrontant dans des duels par la provocation, amenant alors la honte et la risée pour le perdant. On peut alors imaginer deux jeunes hommes s'affrontant bravement, verre à la main, jusqu'à ce que l'un d'eux s'effondre dans la honte et dans l'ivresse. Sous Charlemagne et donc sous l'Empire carolingien, cette habitude de duel à boire fut vraisemblablement bannie par un capitulaire. Condamnant la pratique, les personnes accusées subissaient une excommunion civile. Dans cette idée, ils et elles furent séquestrés durant une période donnée, en plus de devoir se contenter de pain et d'eau pour seul mets. Toujours dans le même document, l'empereur carolingien proscrit également les toasts faits par diverses communautés au nom de leurs dieux, pratique jugée idolâtre. Durant le 13e siècle, l'abondance wisigoth d'émets lors des repas, coutume adoptée par les Francs aux tables des seigneurs, est critiquée, et ce, notamment par Philippe le Bel. Cette forte critique quant à la quantité plutôt qu'à la qualité des recettes proposées sera légiférée lors de divers conciles, dont celui fait à Compiègne. Dès le début du 14e siècle, on assiste alors à une réduction des plats pour se limiter à deux, incluant le potage d'accompagnement, et ce, autant pour la famille royale, les classes aristocratiques et le domaine ecclésiastique. L'alimentation et les coutumes qui se rattachent à l'alimentation durant le Moyen Âge ne se limitent pas aux aléas de l'environnement et aux normes sociales. L'Église chrétienne a une place importante au sein de toutes les sociétés et exerce un pouvoir omniprésent sur toutes les classes. En plus de son influence externe, l'Église conditionne ses membres à une alimentation majoritairement végétale. Grandement influencés et guidés par les Saintes Écritures, les moines et autres corps ecclésiastiques se contentent d'herbes naturelles. Isidore de Civille, évêque de Civille au 6e et 7e siècle, laisse entendre qu'il est bon et juste de se nourrir uniquement de ce que la bonté de Dieu a donné en premier, soit les produits naturels comme les herbes, les fruits et les légumes. Ces produits, vus comme plus naturels, car ils ne nécessitent aucune action hostile de l'homme, à contrario des produits viandeux, imposent alors un régime de véganisme aux moines. Optant pour des repas composés de soupe, de potage, de bouillie ou encore de purée, une grande partie des églises écartent totalement la viande de leur menu, sauf sous dérogation en cas de maladie ou autres situations justifiées. Ces dérogations s'ajoutèrent aux jours maigres présents dans les calendriers religieux, moment où la consommation de viande n'est pas éliminée, mais plutôt tournée vers les viandes marines plutôt que terriennes. Cette quasi-disparition pour les produits carnés dans l'alimentation des moines et autres corps ecclésiastiques de l'Église est étroitement liée aux effets néfastes qu'ils procurent. Attirant farouchement les gens vers les vices comme la luxure et la gourmandise, la consommation de viande éloigne peu à peu des vertus et de l'équilibre spirituel et physique. Ainsi, si un membre du corps ecclésiastique contrevient à cette abstinence obligatoire, celui-ci est victime d'une période de pénitence et de réclusion pouvant durer jusqu'à une demi-année. Toutefois, si en Europe la situation est plus catégorique sur le statut de la viande, en Espagne celle-ci est plus mitigée. Dans cette région, le moine est davantage poussé à goûter les produits pour se faire une idée et une appréciation générale. À la suite de ces essais gustatifs, il lui est possible d'opter ou non pour une abstinence. Ainsi, la présence de la viande dans l'alimentation religieuse médiévale est sujette aux divers mouvements de pensée.
Comme il a été évoqué un peu plus tôt, le poisson et autres ressources de substitution furent adoptées par les communautés religieuses. En premier lieu, le poisson trouve une importance et une justification assez lointaine. Symbole des pré-chrétiens, celui-ci est rapidement attaché à l'Eucharistie et devient un aliment d'une grande légitimité. En ce qui concerne la population paysanne occidentale, elle vit au gré des saisons et a pour seule satisfaction l'agriculture. Principalement céréalière et surtout instable, il n'est pas rare que la population paysanne soit victime de famine et de disette au cours de sa vie. On estime qu'uniquement pour le 14e au 15e siècle, c'est près de 14 années de faible rendement qui va affecter la population paysanne, réduisant ainsi le rapport calorique de 4000 jusqu'à 3200 calories par jour. Relativement limité et loin des repas copieux et variés des tables seigneuriales, l'habitant moyen ne peut se contenter quant à lui que de pain quotidien. Fait avec de l'orge ou avec d'autres produits comme de la fève ou de la châtaigne dans les moments plus difficiles, la majorité de la population est prête à tout pour assurer sa survie. Dans les demeures, les femmes ont pour rôle d'exécuter les recettes et de pétrir le pain avant la cuisson dans un four collectif, propriété du seigneur banal. Cette pratique reste présente jusqu'au Moyen Âge central. Toujours au début du Moyen Âge, la paysannerie a pour habitude de créer des variétés de mets toujours à base de céréales. D'ailleurs, au nord et au nord-ouest de l'Europe, les populations galloises consommèrent une sorte de gruau, tandis que d'autres en périphérie ont plutôt opté pour faire des galettes. En addition au type de repas et aux difficultés que les paysans rencontrent au quotidien, cette population, mais pas seulement, est lourdement soumise à des normes culturelles. Dans cet ordre d'idées, on y remarque bon nombre d'aliments réservés aux classes nobiliaires et d'autres à la population roturière. Cette classe paysanne se doit aussi de respecter une limite de 2 repas par jour afin de rester dans une consommation dite normale. L'excès et la gourmandise étant mal perçus, consommer plus de 3 fois par jour condamnait l'homme ou la femme à vivre comme une bête et à être traité comme tel. Cette limitation contraste ainsi fortement avec les banquets aux multiples services, surpassant ainsi et de loin cette norme culturelle sans forcément en être impactée. Vous l'aurez compris, l'alimentation durant la période médiévale est très variée en plus d'abriter plusieurs exceptions et de différences. D'une part, nous avons une paysannerie qui souffre souvent de carences en minéraux ou en vitamines en raison d'une alimentation primitive, et d'autre part, nous avons une classe bourgeoise et royale qui profite de banquets variés aux arômes multiples et aux plats exotiques. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère que vous aurez apprécié celui-ci. Comme à l'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce et de commenter. Comme à votre habitude, n'hésitez pas à activer la petite cloche et à vous abonner si ça vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!